Il n'y a sûrement pas de pays plus mystérieux sur Terre que celui qu'on va découvrir. C'est le plus petit pays du monde, mais aussi l'un des endroits les plus extraordinaires et les plus inaccessibles de la planète. Un coin secret qui cache des réalités que seuls quelques chanceux peuvent découvrir. Dans cette nouvelle vidéo de Monde sans censure, on va entrer dans le Vatican, le cœur de l'Église catholique, un territoire au passé énigmatique et au présent entouré de mythes et de secrets que tu vas découvrir. Beaucoup d'entre nous ignorent les curiosités et les faits controversés qui se cachent derrière les murs imposants qui délimitent ce petit pays. Des murs qui cachent des mystères, comme des archives secrètes, des machines à remonter le temps, des passages secrets qui permettaient au pape de s'échapper en cas de danger, et même des rumeurs sur des liens avec la mafia et des sociétés secrètes, comme les Illuminati. Mais tu seras probablement encore plus surpris d'apprendre qu'il existe au Vatican une école d'exorcistes, ou que sous sa grande basilique, de sombres passages souterrains abritent la crypte où reposent les restes de l'apôtre Saint-Pierre. Le Vatican est aussi l'un des pays les plus riches du monde, avec sa propre banque, son hôpital, sa pharmacie et son armée, dont les gardes portent un uniforme rayé conçu par Michel-Ange il y a plus de 500 ans. Un pays où, selon une ancienne légende, une femme aurait réussi à s'infiltrer dans le Vatican et à devenir pape, ce qui a donné naissance à la figure du palpateur de testicules, un homme chargé de vérifier manuellement les attributs des futurs papes pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise. Une histoire qui pourrait en partie expliquer pourquoi c'est le pays avec la plus faible proportion de femmes au monde, où les résidents doivent être exclusivement des hommes célibataires. C'est le centre de la vie religieuse chrétienne, où le pape, la figure centrale, ne touche ni salaire ni impôt, n'a pas de biens personnels ni de téléphone portable, mais dispose d'une bibliothèque secrète et a le pouvoir terrestre d'exorciser et de pardonner à n'importe qui ses pires péchés. Un pape élu dans le cadre d'un processus entouré du plus grand secret, connu sous le nom de conclave, un terme qui signifie littéralement « fermé à clé », en raison d'une tradition obscure et mystérieuse que nous découvrirons bientôt. Restez attentifs et ne manquez pas cette vidéo, car nous vous assurons que découvrir le Vatican sans censure vous surprendra. C'est parti! Pour beaucoup, c'est le centre spirituel du monde, l'endroit que la Sainte Mère Église a choisi pour tracer le destin de l'humanité et ériger la cathédrale la plus majestueuse du christianisme. Un choix profondément lié à la découverte, puisque les restes de l'apôtre Saint-Pierre ont été découverts sur ce même sol, cachés dans un ensemble de tunnels et de catacombes situés juste sous le maître-autel de la basilique Saint-Pierre. C'est l'archéologue italienne Margherita Guarducci, experte en épigraphie grecque, qui, après des recherches approfondies et l'étude de diverses inscriptions et traditions liées à la tombe de Saint-Pierre, a découvert une structure funéraire située à environ 3 mètres sous l'autel principal de la basilique Saint-Pierre. Dans cette structure, on a trouvé plusieurs restes et un graffiti connu sous le nom de graffiti de pierre, qui comprend l'inscription « Petrus Eni », interprétée comme « Pierre est ici ». Comme le proclame l'écriture dans la phrase « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». C'est ainsi que furent érigés la basilique Saint-Pierre et le Vatican, le plus petit pays du monde, mais aussi l'un des centres les plus riches et les plus puissants de la foi catholique. Si cette découverte a éveillé ta curiosité et que tu veux explorer la nécropole vaticane et la tombe de Saint-Pierre, sache qu'il existe une possibilité que très peu de gens connaissent, celle de réserver une visite sur le site officiel du Vatican. Si ça t'intéresse, fais-le à l'avance car l'accès est limité pour préserver le site archéologique. Sur le site web, tu peux réserver cette expérience qui te permettra de pénétrer dans des galeries chargées d'histoire et de découvrir par toi-même les lieux qui ont donné naissance à ces légendes, passées et présentes, certaines devenues réalités, comme tu vas maintenant le découvrir. Situé au cœur de Rome, le Vatican s'étend sur environ 44 hectares, soit près de 0,44 km². Pour te donner une idée, ça correspond à peu près à la taille de 80 terrains de foot. Malgré sa petite taille, sa densité de population est impressionnante. Dans ce petit pays, la plupart des habitants sont des hommes célibataires, principalement des prêtres et des membres du clergé. Mais il y a aussi des employés laïcs,
quelques familles et un très petit nombre de femmes, qui représentent une minorité dans le pays avec le moins de femmes de la planète. Selon les derniers chiffres, la Cité du Vatican compte environ 882 habitants. Parmi eux, environ 636 résident en permanence sur le territoire du Vatican, et on estime que moins de 20 femmes vivent dans ce pays. La plupart des résidents du pays sont des religieux, des employés, mais aussi des gardes suisses, c'est le nom qu'on donne à l'armée du Vatican. La garde suisse pontificale est chargée de la sécurité du pape et de l'état de la Cité du Vatican, et ses origines remontent au XVIe siècle. L'un des aspects les plus fascinants de cette institution historique est que, depuis sa création, le design de son uniforme est resté pratiquement inchangé. Cet uniforme rayé, si emblématique et frappant, a été conçu en 1508 par le légendaire Michel-Ange, l'un des artistes les plus influents de l'humanité. Avec son style unique, Michel-Ange n'a pas seulement créé un vêtement, mais un symbole de la tradition, de la loyauté et de la protection que la garde suisse offre au pape jusqu'à aujourd'hui. Son nom vient des soldats suisses, reconnus dans l'Europe de la Renaissance pour leur habileté et leur loyauté sur le champ de bataille. En 1506, le pape Jules II a demandé la formation d'une compagnie de 150 mercenaires suisses pour sa protection personnelle, créant ainsi la garde suisse. Avant la création de la garde suisse, les papes disposaient de plusieurs unités militaires pour leur défense, mais la réputation de ces mercenaires suisses a conduit à leur incorporation comme force officielle du Vatican. L'un des épisodes les plus marquants de leur histoire s'est produit lors du sac de Rome en 1527, lorsque la garde suisse a courageusement défendu le pape Clément VII contre les troupes de l'empereur Charles Quint, lui permettant de s'échapper par le Passetto di Borgo. Ce Passetto est l'un des endroits les plus emblématiques et énigmatiques de Rome, un mystérieux passage surélevé qui relie l'imposant château Saint-Ange à la résidence papale. Ce couloir secret, chargé d'histoire, a été conçu comme une voie d'évasion pour le pape en cas de danger, lui permettant de s'enfuir rapidement s'il était encerclé. Même s'il n'est ouvert au public que très rarement aujourd'hui, il peut être partiellement observé depuis certains points de la ville. Son accès est super restreint, et seuls quelques privilégiés ont le droit de le traverser. Le Passetto ne relie pas seulement le château au Vatican, mais aussi les appartements papaux, ce qui lui donne une atmosphère mystérieuse et une histoire pleine de secrets. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'historiquement, le pouvoir des papes s'étendait au-delà des fonctions religieuses. Les papes régnaient sur ce qu'on appelait les États pontificaux, des territoires de la péninsule italienne qui comprenaient des régions comme le Latium, l'Ombrie ou une partie de l'Émilie-Romagne. Pour garder leur pouvoir, les papes avaient leurs propres armées, appelées les forces armées pontificales, qui comprenaient des unités comme la garde noble et la garde palatine. Ces forces participaient à des alliances et à des conflits, consolidant ainsi le pouvoir politique et territorial de l'Église. Pendant des siècles, les papes ont agi comme des monarques absolus sur leur domaine, s'impliquant dans des intrigues politiques, des guerres et des alliances stratégiques. Leur influence s'étendait à toute l'Europe et leur pouvoir ne se limitait pas au domaine spirituel. Cependant, avec l'émergence des États-nations et des mouvements d'unification au XIXe siècle, le pouvoir temporel des papes a diminué. Le processus d'unification de l'Italie a conduit à l'annexion des États pontificaux au Royaume d'Italie en 1870, limitant l'autorité papale au petit espace du Vatican. Cette situation a abouti aux accords du Latran en 1929, qui ont établi la Cité du Vatican comme un État indépendant et ont reconnu la souveraineté papale sur ce petit territoire. On pourrait dire que le pouvoir de la papauté et du Vatican a ainsi été considérablement réduit au domaine religieux, ce qui n'a pas toujours été le cas, car le passé de certains papes est aussi sombre qu'extraordinaire. L'un des papes ayant laissé l'empreinte la plus sombre dans l'histoire est Clément VI, qui occupa la papauté pendant la terrible peste noire. Au lieu de montrer l'exemple, il vécut dans le luxe et l'opulence, tandis que la population souffrait de la peste. Pendant son pontificat, il a aussi été impliqué dans la vente d'indulgences, une pratique controversée qui permettait aux fidèles d'acheter l'absolution de leurs péchés en échange d'argent. Cette pratique accordait le pardon des péchés commis.
et on croyait même qu'elle pouvait réduire le temps que les âmes passaient au purgatoire. L'idée que le salut puisse être acquis de cette manière a suscité l'indignation de nombreux fidèles, et des années plus tard, a été l'un des principaux déclencheurs de la réforme protestante. Un autre des papages les plus sombres fut celui d'Alexandre VI, né Rodrigo Borgia à Xàtiva, dans la province de Valence, au sein d'une famille noble mais aspirant à un pouvoir supérieur à son statut. Tout au long de sa vie, le pape Alexandre VI a fait preuve d'une habileté politique hors du commun, qui lui a permis de gravir rapidement les échelons de la hiérarchie ecclésiastique. Son pontificat, qui a commencé en 1492, a été marqué par une manipulation politique et une corruption constante. L'un des aspects les plus controversés du pontificat d'Alexandre VI était qu'il avait plusieurs enfants, ce qui, bien que courant à l'époque parmi les hauts membres de l'Église, était scandaleux en raison de sa position de pape. En plus de ça, son népotisme était évident, puisqu'il plaçait ses proches à des postes de pouvoir au sein de l'Église, favorisant toujours sa famille dans la politique ecclésiastique et territoriale. Pendant son pontificat, les États pontificaux ont connu une expansion territoriale importante, conquérant et consolidant leur contrôle sur une grande partie de l'Italie actuelle. Pour revenir à l'histoire et à la réalité du Vatican, le nom Vatican vient de Mons Vaticanus, la colline sur laquelle il est situé, sur la rive droite du Tibre, à Rome. Cette petite mais puissante enclave a été, au fil des siècles, le centre spirituel et politique de l'Église catholique. La Cité du Vatican, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été créée en 1929 par les accords du Latran, qui ont réglé la question romaine entre le Saint-Siège et le Royaume d'Italie, officialisant son indépendance vis-à-vis de l'État italien. Cette résolution a marqué la fin d'un long conflit sur le contrôle des territoires papaux, qui avait commencé avec l'unification de l'Italie et le désir des papes de garder leur pouvoir temporel. Au fil des siècles, le siège papal a connu des changements importants. Avant de s'installer définitivement au Vatican, les papes sont résidés dans d'autres basiliques romaines, dont la plus importante était la basilique Saint-Jean de Latran, cathédrale de Rome, qui fut la résidence papale jusqu'à ce qu'Innocent III décide de déménager dans un lieu plus sûr, le palais apostolique au Vatican, au XIIIe siècle. Ce déménagement a marqué le début du Vatican comme siège principal de la papauté, même si ce n'est qu'en 1929 que la Cité du Vatican a obtenu son indépendance et son statut actuel d'État souverain. Pour en revenir à la papauté, il n'y a sans doute rien de plus étonnant que l'histoire de la papesse Jeanne, une figure entourée de mystères et de légendes qui a traversé les siècles. L'histoire de Jeanne raconte comment une femme, déguisée en homme, a réussi à s'infiltrer dans la papauté et à diriger l'Église pendant une courte période au IXe siècle. D'après la légende, Jeanne, qui avait pris le nom de Jean VIII, est montée sur le trône papal et a régné pendant environ 2 ans, jusqu'à ce que, lors d'une procession de la basilique Saint-Pierre à Saint-Jean de Latran, elle ait donné naissance à un enfant, révélant ainsi sa véritable identité et dévoilant sa supercherie. Ce moment de révélation fut si choquant que, selon les récits, l'Église prit des mesures pour éviter qu'une telle fraude ne se reproduise. Cette légende a été largement documentée dans des œuvres médiévales, avec des gravures, des peintures et même des livres qui attestent de son existence, bien que certains historiens suggèrent qu'il s'agit davantage d'une invention populaire que d'un fait historique. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Jeanne a donné lieu à la création d'un rituel supposé lors de l'élection papale, dont le but était de vérifier la virilité de l'élu. Pour ça, on a créé un poste ecclésiastique appelé palpateur de testicules, ou testiculos habet. En latin, il en a 2 et elles pendraient bien. Une phrase qui était apparemment prononcée après avoir vérifié les attributs masculins du pape élu. On raconte que ce processus impliquait que le candidat s'assoie sur une chaise spéciale, appelée sedia stercoraria, une chaise avec un trou dans le siège à travers lequel on pouvait vérifier si l'élu avait vraiment des organes génitaux masculins. Dans certaines versions du mythe, le palpateur était un diacre ou, dans d'autres plus dramatiques, un jeune cardinal. La cérémonie aurait inclus la vérification manuelle des parties génitales du pape élu, après quoi la célèbre phrase « Duos habet et benependentes » était prononcée. Une fois cela dit,
Les assistants répondaient « Deo gratias », merci à Dieu, indiquant que l'élu remplissait les conditions de virilité requises pour exercer sa fonction. Ce rituel, apparemment créé en réponse à la farce de la papesse Jeanne, était une mesure extrême pour éviter qu'une supercherie similaire ne se reproduise. Outre la figure énigmatique de la papesse Jeanne et le mythe du Palpatis, le Vatican abrite une tradition qui perdure depuis des siècles. Le conclave, un processus qui, comme son nom l'indique, signifie « fermer à clé ». Cette cérémonie secrète, qui plonge les cardinaux dans un isolement total, a des origines historiques aussi fascinantes que surprenantes. La raison pour laquelle les cardinaux sont confinés pendant le processus d'élection papale remonte à un événement qui s'est produit dans la ville italienne de Viterbe au XIIIe siècle. Le désaccord entre les cardinaux pour choisir un successeur a entraîné un retard qui a duré plus de 2 ans. La situation était intenable, car comme tu le sais maintenant, les États pontificaux géraient plein de trucs en plus des affaires religieuses, mais l'indifférence, les privilèges et la quête constante du pouvoir de la part des cardinaux ont créé une crise qui a presque détruit la crédibilité de l'Église et de la papauté à l'époque. C'est dans ce contexte, dans la ville italienne de Viterbe, que le cardinal Grégoire X, qui allait être élu pape, a décidé de prendre une mesure extrême pour sortir de l'impasse. Dans un acte désespéré pour garantir une élection rapide et sans plus tarder, il a ordonné que les cardinaux soient littéralement enfermés à clé, sans accès à la nourriture, pour les forcer à prendre une décision. Les cardinaux ont été isolés dans un couvent et laissés avec une ration minimale de nourriture. Un geste radical pour garantir que leur seule priorité soit l'élection d'un nouveau pape. Cette mesure extrême a permis l'élection du pape en un temps record et a marqué le début de la pratique du conclave telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ainsi, le fait de fermer à clé est devenu le symbole de l'urgence de l'élection papale et de l'engagement des cardinaux envers l'Église. Autre anecdote peu connue, le conclave est tellement secret que, pendant l'élection, les cardinaux ne peuvent pas recevoir de communication de l'extérieur, ni être influencés par des facteurs extérieurs. Cet isolement culmine avec le célèbre rituel de la fumée qui s'échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine. Lorsque les cardinaux se sont mis d'accord et ont élu le nouveau pape, de la fumée blanche apparaît, annonçant au monde que l'élection est terminée. Si aucun consensus n'est atteint, des papiers sont brûlés et la fumée qui s'échappe est noire, indiquant que le vote est toujours en cours. Ce système de fumée, utilisé depuis le XVIe siècle, a été témoin de nombreux conclaves, suscitant l'une des plus grandes attentes au niveau mondial, car il est le signe indéniable que le futur chef de l'Église est sur le point d'être révélé. Comme tu as pu le voir, ce processus d'élection papale, avec son immense symbolisme et son mystère, reste une tradition qui honore non seulement le passé, mais aussi le besoin de confidentialité, de réflexion et surtout l'urgence de choisir celui qui guidera l'Église catholique dans sa mission mondiale. Mais ce ne sont là que quelques-uns des mystères les plus frappants et les plus méconnus de l'histoire du Vatican, et peut-être même pas les plus surprenants. Parmi les nombreux mystères du Vatican, les archives secrètes du Vatican sont l'un de ces endroits dont beaucoup ont entendu parler, mais auxquels seuls quelques privilégiés ont accès. Situées dans le palais apostolique de la Cité du Vatican, ces archives renferment plus de 1000 ans d'histoire sur leurs étagères, qui s'étendent sur plus de 80 kilomètres. Avec une quantité impressionnante de documents, dont certains sont inestimables, les archives conservent les procès-verbaux de jugements fondamentaux tels que ceux des Templiers, le procès de Galilée, ou la bulle papale qui a excommunié Martin Luther. Les archives sont aujourd'hui connues sous le nom de Archives apostoliques vaticanes. Mais le terme « secrète » ne fait pas référence à l'existence d'un contenu interdit, mais à leur nature privée, car les documents sont la propriété directe du pape, souverain du Vatican. Ces archives ont été fermées au public jusqu'à la fin du XIXe siècle, et aujourd'hui, seul un groupe restreint de chercheurs y a accès. Parmi les théories les plus intrigantes sur le contenu de ces archives, on trouve la croyance que le Vatican détient des informations sur la fin du monde, liées aux secrets de Fatima, qui ont été révélés au XXe siècle. Un autre des mystères les plus fascinants et déroutants liés aux archives du Vatican est le chronovisor, une machine à voyager dans le temps qui,
selon certaines histoires, aurait été construite au Vatican dans les années 1940. On dit que cette technologie permettait de capturer des images d'événements passés, y compris des moments historiques importants, comme la crucifixion de Jésus-Christ. Même si l'existence de cette machine n'a jamais été confirmée, la légende sur son fonctionnement continue de vivre dans les couloirs du Vatican, ce qui alimente encore plus les spéculations et la curiosité de ceux qui pensent que le Vatican a réussi à manipuler le temps. Tu peux en savoir plus sur tout ça si tu as la chance ou le privilège d'accéder à ces archives secrètes, un mystère entre les murs du plus petit pays du monde, où se trouvent aussi des documents liés à des exorcismes qui, même aujourd'hui au XXIe siècle, ont toujours lieu dans des endroits comme celui-ci. Le Vatican maintient une tradition assez sombre, l'exorcisme. Il le fait de telle manière qu'il existe en son sein une école officielle d'exorcistes, chargée de former les prêtres qui pratiquent ce type de rituel. Cette institution, sous la supervision directe de l'Église catholique, enseigne une approche rigoureuse qui combine théologie, pratique liturgique et connaissances médicales. Les exorcistes en formation apprennent à reconnaître les signes d'une possible possession démoniaque et reçoivent en même temps une formation pour bosser avec des experts en santé mentale. L'objectif est de différencier les cas de possession réelle des troubles psychologiques comme la schizophrénie. Une distinction essentielle pour s'assurer que les rituels ne soient pas appliqués à tort à des personnes qui ont simplement besoin de soins médicaux. Ce cours, dispensé en privé, est réservé à un groupe restreint de prêtres qui, à l'issue de leur formation, deviennent exorcistes officiels du Vatican. La pratique des exorcismes est toujours en vigueur dans diverses parties du monde, et les exorcistes du Vatican, qui sont plus de 250, ont accompli des milliers de ces rituels. Bien que la plupart des exorcismes aient lieu dans les églises et les chapelles de la Cité du Vatican, ils sont également pratiqués dans d'autres localités sous sa supervision. Ce sujet, qui pourrait sembler tiré d'un film d'horreur, est une réalité au sein de l'Église et reste l'une des traditions les plus énigmatiques et controversées de l'institution. À ce stade, on profite de l'occasion pour te demander « Que penses-tu des exorcismes? Connais-tu quelqu'un qui, selon toi, devrait être exorcisé? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné jusqu'à présent au Vatican? Mets la vidéo en pause et laisse-nous ton commentaire. Tu sais que c'est la meilleure façon de soutenir Monde sans censure pour qu'on continue à travailler chaque semaine pour découvrir des endroits aussi incroyables que celui-ci. Alors merci. Le passé du Vatican a été marqué par plusieurs scandales qui ont terni son image, notamment ses relations avec la mafia et même avec des sociétés secrètes comme les Illuminati. L'un des épisodes les plus célèbres a été le lien avec la mafia ambrosienne, un réseau de criminels et de banquiers impliqués dans des activités illégales dans les années 1970. La banque Ambrosiana, basée en Italie, avait des liens avec le Saint-Siège par l'intermédiaire de l'Institut pour les œuvres de religion, connu sous le nom d'IOR ou plus communément sous le nom de Banque du Vatican. Quand la fraude financière a été dévoilée en 1982, avec des milliards de dollars qui avaient disparu, plusieurs membres du Vatican ont été éclaboussés, y compris le pape Jean-Paul Ier, qui est mort dans des circonstances mystérieuses peu après son accession au pontificat. Les théories du complot relient ce scandale à la mafia et à d'autres groupes secrets, ce qui n'a fait qu'alimenter les rumeurs sur l'influence des Illuminati au sein du Vatican. Outre les liens avec la mafia, les accusations portées contre les Illuminati, un groupe occulte supposé influencer les événements mondiaux, ont également éclaboussé le Vatican. Même si les preuves de ces liens n'ont jamais été confirmées, les spéculations sur le rôle de l'Église dans des complots mondiaux restent bien vivantes, surtout en ce qui concerne le contrôle de l'information et les secrets que le Vatican garde dans ses archives. Aujourd'hui, la vie au Vatican reste un mystère pour beaucoup, entouré d'aspects peu connus mais bien réels. Par exemple, seulement environ 800 personnes vivent en permanence dans ce petit État, dont la plupart sont des prêtres, des fonctionnaires et des employés du Vatican. En plus, la vie au Vatican est presque exclusivement masculine et célibataire, ce qui veut dire qu'il n'y a presque pas de familles qui y vivent, à quelques exceptions près, comme les gardes suisses ou certains employés très exclusifs. L'une des curiosités les plus surprenantes est que le pape ne touche pas de salaire.
Ses dépenses sont couvertes par le Saint-Siège, mais il n'est pas rémunéré de manière formelle comme un employé. De plus, les prêtres qui célèbrent la messe au Vatican ne gagnent pas d'argent pour ça, même s'ils peuvent recevoir de petits dons de la part des fidèles. Quant à l'économie du Vatican, c'est un sujet complexe et plein de mystères. Même si ces revenus viennent de différentes sources, comme les musées, les dons et les investissements, la transparence financière a fait l'objet de controverses, surtout après les scandales de la Banque du Vatican. En plus de ses richesses matérielles, le Vatican possède de grandes propriétés dans plusieurs villes du monde, ce qui renforce son pouvoir et son influence mondiale. Un truc unique, c'est son système de sécurité, qui est l'un des plus stricts au monde. La garde suisse, connue pour ses uniformes colorés, est chargée de la sécurité du pape, tandis qu'un système de caméras et de contrôle d'accès régule les entrées et les sorties. La figure la plus importante du plus petit pays du monde est le pape. Et même si on pourrait penser qu'il a presque tous les droits, ce n'est pas le cas, car sa vie est soumise à un tas de restrictions et de règles qui définissent son rôle au sein du Vatican. Même s'il a accès à une immense richesse matérielle, à des propriétés dans le monde entier et à une sécurité sans pareille, le pape ne touche pas de salaire et ses dépenses sont couvertes par le Saint-Siège. Il vit dans le luxueux palais apostolique, mais il ne peut pas avoir de famille ni profiter de richesses personnelles, car sa vie est consacrée à l'Église et au célibat. Et tout ce qu'il possède appartient au Vatican, pas à lui. En plus, le pape n'a pas le contrôle total de l'économie du Vatican, car les actifs financiers sont gérés par le Saint-Siège. Même s'il peut voyager et a certains privilèges, il ne peut pas vivre en dehors du Vatican de façon permanente. Sa vie est profondément marquée par son engagement religieux et administratif, et même s'il a une résidence confortable, son rôle demande des sacrifices personnels, comme renoncer à une vie de famille et se consacrer entièrement à sa mission spirituelle. À ce stade, tu te demandes sûrement s'il est possible d'accéder au Vatican et comment faire. C'est pourquoi, chez Monde sans censure, on a fait des recherches approfondies sur ce sujet et on te raconte tout ça maintenant. La façon la plus simple d'accéder au Vatican est de visiter des lieux tels que l'imposante basilique Saint-Pierre ou les musées du Vatican. Ce sont les sites les plus connus et les plus visités par les touristes du monde entier. L'entrée à la basilique est gratuite, mais si tu veux accéder à la coupole, tu devras payer un petit supplément. Pour les musées du Vatican, qui abritent l'une des collections artistiques les plus précieuses au monde, l'entrée est également payante. Et il est recommandé d'acheter les billets à l'avance pour éviter les longues files d'attente, surtout pendant la haute saison. En plus des œuvres d'art, tu peux explorer la chapelle Sixtine, célèbre pour les fresques de Michel-Ange, parmi d'autres lieux historiques à l'intérieur des musées. Si tu veux accéder à des endroits plus exclusifs, comme les catacombes du Vatican ou la tombe de Saint-Pierre, tu peux le faire en réservant une visite spéciale sur le site officiel du Vatican. Ces visites guidées sont généralement plus limitées et se font en petits groupes, ce qui permet de vivre une expérience plus intime et plus approfondie des lieux sacrés. Dans la tombe de Saint-Pierre, située sous la basilique Saint-Pierre, on pense que reposent les restes de l'apôtre, un lieu de grande importance religieuse. En plus de ces options, il y a des visites plus exclusives qui donnent accès à des zones restreintes du Vatican, comme la bibliothèque apostolique, les archives secrètes ou les écuries pontificales secrètes, où sont conservés des documents historiques d'une valeur inestimable. Cependant, ces accès sont super limités et sont seulement disponibles pour des groupes sélectionnés, des chercheurs et, rarement, des touristes ayant fait une demande préalable bien justifiée. Tu peux aussi entrer dans le Vatican lors d'événements spéciaux comme la messe de Noël ou les audiences papales, où l'accès est plus restreint et mémorable. Le Vatican est aussi connu pour ses jardins, qui peuvent être visités sur rendez-vous, offrant la possibilité de profiter d'un cadre paisible et moins touristique au sein de la cité du Vatican. Chez Monde sans censure, on espère que cette visite du Vatican t'a autant fasciné que nous. En y repensant, et vu le travail que ça nous demande de faire ces vidéos, si t'as aimé cette vidéo et que t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant en activant la clochette pour ne pas rater les vidéos fascinantes qu'on fait chaque semaine. Des vidéos comme celle-ci que tu peux regarder maintenant pour découvrir un autre des coins les plus fascinants de la planète. Ne rate pas ça et découvre les merveilles que cet endroit a à t'offrir.